Alors avant de donner la parole à nos invités, donc je voulais vous faire remonter dans l'histoire, puisqu'effectivement, quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le premier droit qui est posé par cette déclaration, c'est le suivant: tous les hommes naissent et demeurent libres. Tous les hommes naissent et demeurent libres, et pour garantir l'effectivité de ces garanties individuelles, notre organisation sociale s'est dotée de systèmes de coercition. C'est ainsi qu'on a l'administration policière. Cette institution policière qui donc va veiller à l'application des lois et assurer l'ordre public. On a également le système judiciaire. Le système judiciaire qui va garantir les libertés individuelles en condamnant celui qui ne respecte pas les droits d'autrui. On a l'administration pénitentiaire qui va garantir l'exécution des décisions judiciaires au plan pénal. On a également les huissiers de justice qui, eux, vont garantir l'exécution des décisions judiciaires au plan civil. C'est ainsi, ce sont donc sur ces dispositifs de coercition que repose notre contrat social pour pouvoir garantir cette liberté individuelle à tout un chacun. Mais notre société évolue. Notre société évolue et par exemple, jusqu'en 1867, celui qui ne payait pas sa dette civile était emprisonné. Aujourd'hui, ce mode autrefois normal de coercition nous paraît complètement invraisemblable. Notre société a fait le choix d'abandonner ce système de contrainte. Et dans le cadre de cette évolution sociétale, nous voyons les recours à la médiation qui se multiplient. Alors, quelle est la place de la médiation dans notre société? Quel va être le rôle de la médiation? La médiation va-t-elle être utilisée par nos dispositifs déjà en place de contraintes? Va-t-elle être utilisée comme outil supplémentaire pour renforcer cette coercition, pour asservir les individus? Ou bien la médiation va-t-elle être utilisée, au contraire, pour permettre aux individus d'exercer pleinement leur liberté en les responsabilisant dans cet exercice? C'est la question qui vous est posée aujourd'hui, et pour alimenter notre réflexion, plusieurs invités ont donc accepté de venir partager avec nous leur expérience de médiation dans des domaines complètement différents. Donc, je vais effectivement refaire les présentations. Alors, Rémi Delaunay-Belleville, qui est médiateur professionnel et représentant de la Chambre dans les Caraïbes, et la Guyane, Rémi. Donc, je te remercie, Rémi. Je te donnerai donc la parole tout à l'heure. Christine Vallès, qui, elle, est huissier de justice, donc dispositif de coercition par définition, et on reverra ça tout à l'heure. Vous avez ensuite Philippe Buchin, qui est président de tribunal administratif. Et puis, depuis le début de l'année, il s'est orienté également vers la médiation, puisqu'il est adjoint du médiateur interne de la police nationale. Merci, monsieur Buchin. Et donc, médiateur interne de la police nationale, juste à côté de monsieur Buchin, monsieur Frédéric Lose, voilà, qui nous expliquera tout à l'heure donc cette nouvelle fonction. Donc, monsieur Bruno Stenman, qui a été présenté par Jean-Louis, premier président de la Cour d'appel de Fort-de-France. Merci, monsieur Stenman, d'être parmi nous aujourd'hui. Ensuite, vous avez Yann Osterlé, qui est capitaine pénitentiaire, donc représentant de cette administration, et on verra, administration pénitentiaire, prison, médiation, tu nous éclaireras. On a besoin de tes éclaircissements, donc merci d'être là. Et puis Christine Tecky, qui vous a déjà été présentée, c'est bien comme ça, j'ai plus besoin de vous dire de quelle ville elle est le maire. Alors cela étant dit, je vais me tourner vers Frédéric Lose, donc médiateur interne de la police nationale. C'est une toute nouvelle fonction, puisqu'elle existe depuis le début de cette année. Elle a été créée donc tout nouvellement. C'est toi qui es donc ce premier médiateur interne de la police nationale. Et tu pourrais nous expliquer sur les apports de la médiation au sein de cette institution. Merci. Déjà, excusez-moi pour ma voix qui est enrouée.
Effectivement, j'ai mené une mission de préfiguration pour mettre en place la mission de médiation de la police nationale, mission de médiation interne, au profit donc des 142 000 policiers et agents du périmètre de la direction générale de la police, des GPN et préfectures de police. Et depuis le 1er janvier, avec Philippe Buchin, nous travaillons en binôme. J'exerce comme médiateur, avec Philippe comme adjoint du médiateur. Et maintenant, aujourd'hui, avec une petite équipe qui s'est un petit peu étoffée. Voilà. Oui, je souhaitais dire d'abord que si j'ai mené la mission de préfiguration qui consistait à se poser la question d'abord de savoir comment mettre en place un dispositif de médiation au sein d'une institution aussi particulière que la police nationale, une institution très hiérarchisée, une institution d'ailleurs où les policiers eux-mêmes ont la charge, si je devais simplifier, de régler les problèmes des autres, de faire face à la problème des autres, à la violence des autres, au conflit des autres, et comment faire en sorte qu'on puisse améliorer la prise en compte de la résolution des conflits des policiers eux-mêmes avec leur propre administration. Ça, c'était quand même un défi dans un cadre particulier qui est le cadre statutaire de la police nationale qui, comme tous les services publics, est soumis à des codes, à des lois, des décrets extrêmement précis, et où il existe déjà des organismes de concertation, des organismes pour résoudre les conflits des fonctionnaires, et aussi, c'est peu connu, des organisations syndicales qui sont extrêmement puissantes, puisque le taux de syndicalisation ou de participation aux élections dans la police est certainement le plus important de notre pays, peut-être même avant l'éducation nationale ou la SNCF, puisqu'il avoisine les 85%. Mais ce que je tenais à dire, c'est que j'ai eu à mener cette mission, mais véritablement, c'est tout à l'honneur de la police nationale, qui est parfois perçue comme une institution un peu conservatrice, etc. Je pense que c'est une idée fausse. Parce que l'idée de mettre en place un médiateur interne de la police nationale, elle n'est pas venue de Frédéric Loz. Elle est venue du directeur général de la police nationale lui-même. Elle est venue de la DRH de la police nationale. Elle est venue de différentes personnes qui, au sein de la police nationale, ont perçu le besoin d'instituer un médiateur interne pour régler les conflits entre les policiers et l'administration policière, qui, partant du constat de l'augmentation du contentieux administratif, partant du constat de conflits internes forts qui font des ravages, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de rupture de confiance, de baisse de performance, de motivation, parfois d'arrêt de travail, de dépression nerveuse, voire de choses beaucoup plus graves et tragiques, tout simplement se sont dit, il serait certainement intéressant, puisque ça existe ailleurs, c'est un concept qui est à la fois très connu et finalement méconnu, à la fois simple dans son acception, mais en même temps compliqué, de mettre en place un dispositif de médiation interne pour régler les litiges, trouver une solution, puisque de toute façon, lorsque les agents vont devant le juge administratif au final, c'est-à-dire font un procès à leur chef de service ou un procès à l'administration, c'est jamais quelque chose de sain, c'est jamais quelque chose qui ne laisse pas de traces. Et il est important, la police est une institution où la dimension humaine est fondamentale, de par le métier, la mission que lui confie la société à cette institution si particulière d'améliorer le dispositif de résolution des conflits internes au sein de la police. Voilà. Donc le paradoxe, c'est qu'on a mis en place effectivement un médiateur interne de la police nationale qui est moi-même un commissaire de police, inspecteur général, mais qui fait partie du corps des commissaires de police, qui suis moi-même soumis au statut général avec des obligations, des droits, mais des obligations et un cadre statutaire extrêmement précis. Et il fallait inventer, lorsqu'on parle d'indépendance, d'impartialité, cette posture d'indépendance, d'impartialité, bien sûr à travers des textes, à travers un consensus qui s'est dégagé à l'occasion de ma mission, mais aussi
faire en sorte que ça vive effectivement et concrètement. Et inventer un médiateur qui, aujourd'hui, parfois, va déranger l'administration elle-même. Parce que le médiateur qui, lui, sa crédibilité, c'est l'équité et l'impartialité. S'il manque à cette équité, cette impartialité, au sein de la police nationale, comme partout, il est très vite disqualifié. Et dans une maison très particulière qu'est la police nationale, où tout se sait, en quelques jours, si on apprend que le médiateur, à un moment donné, a rompu la règle de l'impartialité, de la confidentialité, ou à un moment, si c'est avéré à travers un conflit d'intérêts quelconque, qu'il a favorisé, là l'administration, là un syndicat, là un commissaire de police, chef de service, je pense que ça ne serait pas simplement une fêlure dans le contrat éthique déontologique de ce médiateur interne, ça serait mettre à terre le dispositif lui-même. Alors j'ai fait toute cette digression pour vous dire que le paradoxe, c'est que la police nationale a mis en son sein non pas un contre-pouvoir, mais quelqu'un qui apporte dans une institution où il y en a déjà. On n'est pas passé de la nuit à la lumière avec la création du médiateur, mais un surcroît d'équité, ce qui est parfois dérangeant, parce que ça oblige l'administration de la police nationale à revoir certaines de ses décisions, et c'est pas facile dans un conflit interindividuel, et c'est pas facile dans un cadre institutionnel de se dire j'ai peut-être tort, ou tout simplement d'aller vers un compromis. Donc, et en même temps, évidemment, jouer le jeu de cette indépendance, et en même temps rester ce que l'on est, c'est-à-dire on est dans un cadre quand même où il y a des règles hiérarchiques extrêmement précises. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que depuis le début de l'année, cette mission se passe bien. Évidemment, c'est une mission complètement nouvelle. Ça a été mis en place depuis le 1er janvier. C'est une mission que se sont parfaitement appropriés les policiers, parce que nous avons beaucoup de saisines, beaucoup de policiers qui nous appellent avec Philippe. Et je pense que l'on est utile jusqu'à présent. Là où ça se passe bien également, c'est que vis-à-vis de l'administration, le contrat impartialité, indépendance du médiateur est respecté. C'est pas facile. Garantit l'efficacité. Voilà, ce qui garantit l'efficacité, la crédibilité. Chacun après est dans son rôle. C'est quelque chose de nouveau pour moi, d'où ma volonté d'avoir souhaité absolument, comme quasi condition préalable, de faire cette formation avec la Chambre, qui m'a beaucoup apporté, à faire ce que j'appelle cette révolution copernicienne. Passer du mode classique d'un commissaire de police avec des leviers hiérarchiques, d'autorité, de commandement, où on se sert facilement de textes ou de postures qui sont les postures propres à l'administration, et à me retrouver dans une posture différente de composition, d'indépendance, d'impartialité. Voilà. Philippe m'y a beaucoup aidé, je tiens à le dire, parce que ce binôme que l'on constitue avec Philippe Buchin, juge administratif, président de tribunal administratif, qui a une longue expérience et qui est venu un peu, parce qu'il me connaissait par amitié et aussi par intérêt pour la médiation, puisqu'à travers, je pense, il le dira lui-même, ce qu'il a vu dans sa carrière passer au niveau de nombreux recours, on en a souvent parlé, très souvent il s'est dit, oui, certainement qu'en amont, il y a des choses que l'on peut améliorer pour éviter que des gens aillent devant un tribunal administratif, parce qu'on ne va jamais de gaieté de cœur devant un tribunal administratif. Comme je l'ai dit au départ, ça laisse des traces. Voilà, donc c'est une mission qui est nouvelle qui est bien partie, qui est encore fragile, mais qui est bien partie parce que nous avons un soutien de l'administration. Et le soutien, c'est parfois son silence. Quant à l'indépendance vis-à-vis du médiateur, le soutien, c'est que les agents nous font confiance et nous saisissent très fréquemment. Et derrière chaque problème, évidemment, parfois, y compris des problèmes très juridiques, il y a toujours des questions, lorsqu'on les écoute, des questions évidemment hiérarchiques, des questions autres qui sont soulevées, d'où l'intérêt également du médiateur.
Voilà, je pourrais peut-être passer la parole oui. à d'autres personnes, mais le paradoxe, pour l'instant, on ne fait pas de grand écart. En tout cas, si on fait un grand écart, on arrive à tenir un équilibre et il n'y a pas de déchirure, ni dans le contrat, ni dans la posture. Je te remercie, Frédéric. Donc, dans ce que tu dis, effectivement, il y a déjà un premier point, c'est la difficulté d'avoir cette posture de médiateur, et notamment pour toi qui étais donc habitué en tant que commissaire de police à cette hiérarchie, et donc eh bien, on obéit à la hiérarchie, on rend des comptes. Et là, en tant que médiateur, eh bien non, tu es indépendant, et cette indépendance-là, effectivement, c'est l'élément de posture qui peut-être a été le plus difficile pour toi à travailler initialement. Et pourtant, c'est un élément essentiel pour que, eh bien, pour la crédibilité, c'est ce que tu disais, la crédibilité de ce dispositif, pour que, eh bien, les agents te téléphonent, contactent les personnes qui travaillent avec toi. Sinon, à terme, c'est un dispositif qui serait amené à mourir. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que tu expliques, c'est que l'institution policière a donc intégré la médiation, finalement, pour le mieux-être de ses agents, le mieux-être des personnes qui travaillent dans cette institution. C'est en tout cas le premier pas de cette administration dans l'acquisition du processus et des techniques de médiation. Et je trouve ça vraiment extraordinaire que la police nationale se soit dotée d'un monsieur qualité relationnelle. Voilà, donc je te remercie pour ce témoignage et je vais donner la parole à monsieur Philippe Buchin qui a cette double casquette, j'ai envie de dire, puisque tu as donc dit qu'il travaille avec toi, il est donc ton adjoint dans le cadre de cette fonction de médiateur interne et il est également président de tribunal administratif. Et donc, monsieur Buchin, oui, tu voulais préciser quelque chose. Témoignage supplémentaire de l'intérêt de l'administration pour la mise en place du médiateur interne de la police nationale, c'est la présence de M. Michel Rouzeau, qui est le DRH de la police nationale, qui est le directeur des ressources et des compétences de la police nationale pour les 142 000 policiers. Voilà. Et qui est bienvenue et merci d'être parmi nous. Ouais. Donc, monsieur Buchin, oui, effectivement, si vous pouviez nous éclairer brièvement donc, sur eh bien, les apports de la médiation pour vous, puisque en tant que président de tribunal administratif, eh bien, vous avez été amené à rendre des décisions donc, qui s'imposent aux personnes, et pourtant vous êtes favorable à la médiation obligatoire. Complètement. Je suis complètement favorable à la médiation parce que je me suis quand même aperçu, comme bien d'autres personnes depuis un certain nombre d'années, que le juge administratif ne résolvait pas en fait tous les problèmes. Tout simplement parce qu'il a une technique, contrairement au juge judiciaire, où la médiation existe déjà. Par exemple, le juge d'instance, où en matière de divorce, par exemple, il y a une phase de médiation qui est obligatoire. Ça a été expérimenté, en tout cas dans les textes, au niveau de la juridiction administrative, mais ça n'a jamais été mis en place parce qu'on est débordé et qu'on n'a pas le temps de faire ça. Mais effectivement, il y a eu quand même une tentative à ce niveau-là. Il se trouve que la technique juridictionnelle devant le juge administratif est extrêmement limitée. C'est-à-dire que le juge administratif répond à des moyens. Si le requérant oublie de soulever le bon moyen, eh bien, il va perdre. Alors que peut-être, au fond, il a raison. Voilà. Également, le juge, devant le pouvoir discrétionnaire de l'administration, a un contrôle dit limité à l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, il est vraiment, son contrôle s'exerce pour des erreurs qui sont vraiment grossières. Mais il ne va pas au-delà, et surtout, il juge un acte administratif et pas une personne. Donc, si vous voulez, c'est très aseptisé, et le requérant a souvent l'impression que le juge reste dans son dossier, mais ne prend pas en compte la personne elle-même. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment réel. Donc la technique contentieuse fait que, même si la personne gagne devant nous, le fonctionnaire, puisque essentiellement, c'est dans le contentieux de la fonction publique, c'est un fonctionnaire qui va gagner, eh bien l'administration va réexaminer la situation et elle va peut-être reprendre la même décision. Donc de toute façon, le conflit ne sera pas réglé. Donc il y a une grosse limite en fait de l'intervention du juge administratif, parce que historiquement, effectivement, c'est le juge de l'administration, et que l'administration représentant l'intérêt général, le particulier et donc l'agent ne pèsent pas le même poids
que l'administration, donc il faut savoir sacrifier, voilà, enfin, en gros c'est la théorie, l'intérêt particulier sur l'intérêt général. C'est plus comme ça aujourd'hui, bien évidemment. Et donc le système, même s'il a été modernisé, la juridiction administrative reste encore en deçà de ce qui serait possible de faire pour aller au-delà du règlement purement administratif du litige. Et là, la médiation, on en parle depuis un certain nombre d'années, alors sous différentes formes. On parle du recours administratif préalable obligatoire, c'est-à-dire un recours où on demande à l'administration elle-même de réexaminer la situation de la personne. On parle évidemment de la transaction en matière contractuelle ou en matière indemnitaire, etc. Donc, la médiation est un outil en fait de gestion de ressources humaines qui vient faire le tampon entre tout ça, entre l'administration d'un côté et le juge administratif qui, encore une fois, a une technique limitée pour essayer de résoudre un problème qui, comme l'a dit Frédéric, comme vous savez mieux que moi, n'est pas uniquement un problème purement statutaire. Alors c'est vrai que dans le cadre d'une médiation interne comme celle de la police nationale, le cadre juridique et statutaire est très important, puisque on est saisi de décisions qui sont relatives à la carrière des agents. Donc forcément, le cadre juridique est prégnant. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aller au-delà parce que c'est souvent un sentiment d'injustice. Et d'ailleurs, l'intérêt de la médiation, c'est qu'on peut aller au-delà du droit. Quand on prend un dossier, il y a l'aspect juridique que l'on regarde sous tous les angles, alors que, comme je l'ai expliqué, le juge administratif est limité et contraint parce qu'on lui raconte les moyens qu'on soulève. Et en plus, on peut prendre en compte l'équité ou l'opportunité. Donc Frédéric va pouvoir, par exemple, négocier pour faire en sorte qu'un fonctionnaire qui n'arrive pas à avoir la mutation où il veut, parce qu'il y a des règles statutaires qui sont contraignantes, est en congé maladie depuis 1 an, eh bien, il va faire en sorte qu'on essaie de négocier avec l'administration pour essayer de lui trouver un poste, pas celui qu'il a demandé, mais peut-être un autre qu'il acceptera facilement et qui lui permettra de retravailler. Donc, on va remettre au travail quelqu'un qui est en congé maladie, donc qui est payé à rien faire. Et donc, finalement, ça profite à tout le monde, aussi bien l'administration, qui va avoir un fonctionnaire qui va se remettre au travail, et le fonctionnaire lui-même qui va pouvoir se remettre dans un contexte de sécurité et de psychologique qui lui permettent de retravailler. Donc tout le monde y est gagnant. Et ça, le juge administratif est incapable de le faire. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur l'intervention elle-même du juge administratif. Le sentiment d'injustice, quand on sort du tribunal administratif avec un jugement, on le connaît, il reste. Si le juge administratif vous donne satisfaction, l'agent va dire que c'est l'avocat qui est très bon. Et évidemment, si le juge administratif lui donne tort, le juge est une ordure. Donc dans tous les cas, la vision du juge administratif par rapport au requérant est mauvaise. Voilà. Donc, et ce n'est pas du tout la fonction du médiateur qui, lui, effectivement, va essayer de trouver une solution, comme on l'a vu tout à l'heure à travers les films, sans compassion, sans prendre parti pour les uns pour les autres. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, mais simplement en expliquant. Et le rôle pédagogique, c'est là-dessus que je voudrais terminer mon intervention, le rôle pédagogique est extrêmement important. Parce que dans l'administration, quelle qu'elle soit, les décisions sont souvent des décisions implicites de rejet. C'est-à-dire que un agent conteste une décision, on ne lui répond pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que les effectifs sont tels que les services sont débordés, etc. Et ça donne un sentiment de ne pas prendre en compte la situation personnelle. Et donc, l'explication, la pédagogie que va faire le médiateur, même en lui expliquant qu'il a tort, en disant, écoutez, voilà, les textes ne vous permettent pas d'obtenir ce que vous avez demandé, et on va vous expliquer pourquoi. Voilà pourquoi. C'est pas du tout parce qu'on n'a pas pris en compte votre situation, c'est pas du tout parce qu'on a fait passer quelqu'un d'autre qui aurait été moins valeureux que vous. Non, non, on va vous expliquer pourquoi. Et simplement ça suffit à dégonfler le ballon et à éviter le contentieux. Voilà.
Je vous remercie, Monsieur Buchin. Donc, ce que vous nous expliquez, alors déjà, quand vous dites que vous êtes favorable à la médiation, c'est vrai que pour vous, le terme médiation, c'est sous toutes ses formes, c'est-à-dire c'est tout ce qui ne va pas être système judiciaire, puisque vous parlez de la médiation qui existe déjà devant les tribunaux judiciaires et en matière familiale. C'est vrai que nous, elle est souvent à la formelle. Chambre... Il faut dire qu'en matière de divorce, enfin, je ne sais pas, il y a des magistrats judiciaires qui sont certainement plus Oui, non, de mais le tout dire. à fait. Elle peut être purement formelle, mais il y a cette phase-là qu'on appelle conciliation, mais effectivement, médiation au sens législatif du terme, j'ai envie de dire, parce que pour le législateur, la médiation, ça va être toute approche par laquelle un tiers, quel qu'il soit, va permettre à des personnes de sortir de leur situation conflictuelle, et tout tiers qui ne sera pas un juge finalement, mais un arbitre, au sens législatif du terme, peut être qualifié de médiateur. Et c'est vrai que là, j'ouvre une petite parenthèse pour les personnes qui sont en formation et qui doivent dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ?» parce que c'est complètement contraire à ce qu'on nous dit en formation. Non, c'est qu'il y a ce terme médiation qui a différentes définitions. Et donc là, vous en avez une illustration. La médiation, ça peut être tout tiers, qu'il soit arbitre, conciliateur, médiateur. Et c'est vrai qu'on fait bien, nous, la distinction entre ces différentes approches parce qu'il y a vraiment des spécificités. Et donc là, vous avez entendu le témoignage de quelqu'un qui est favorable à la médiation au sens large. Médiation, c'est-à-dire autre chose que le système judiciaire. Parce que ce que vous nous expliquez, c'est que quand on va devant le système judiciaire, eh bien, le juge, il est tenu par un cadre légal. Il est tenu par les arguments. Donc, le terme juridique, c'est les moyens qui sont soulevés par les parties. Si la personne ne développe pas un argument, le juge ne peut pas dire « mais vous avez oublié ça ». Ben non, il doit se taire. Et pourtant, ça aurait pu changer la donne. Donc, le juge est enfermé dans ce cadre-là. Et ce que vous dites, c'est que la médiation, ça va permettre de sortir de tout ça, et notamment d'aborder ce que vous appelez ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire l'affect, le ressenti de la personne, cette dimension émotionnelle qui fait que la personne va mal vivre les choses. Et ça va être ça, l'apport de la médiation. Et même si la solution au final sera la même, eh bien, la façon dont la solution est vécue est complètement différente, et ça change tout. Et c'est pour ça que donc, vous nous témoignez de l'intérêt de la médiation dans ce cadre. Et je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Alors, je vais donner la parole maintenant à un autre magistrat de l'ordre judiciaire cette fois-ci, M. Bruno Stenman, donc le premier président de la Cour d'appel de Fort-de-France. Vous avez mis en place, monsieur le Premier Président, avec monsieur Rémy Delaunay-Belleville, qui nous expliquera tout à l'heure, donc la médiation judiciaire à Fort-de-France. Une liste de médiateurs a été établie par Rémy. Ces médiateurs ont prêté serment en avril dernier. Et vous pourriez peut-être nous expliquer pourquoi vous, en tant que juge, garant donc des libertés individuelles et amené pour cela à condamner des personnes, à rendre des décisions qui vont devoir s'imposer aux personnes, pourquoi vous souhaitez que des médiateurs soient désignés ? Monsieur Delaunay, ici présent, parlera beaucoup mieux de moi de la médiation en Martinique. C'est un ouvrier en la matière qui a beaucoup fait. Alors moi, je suis arrivé dans un cadre où, effectivement, il y avait déjà beaucoup de choses, et avec mes moyens, j'ai tâché de renforcer cette dynamique qui avait été, avant moi, initiée. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la médiation, vous dites, madame, vous avez tout à fait raison, que la médiation se fait plus facilement en dehors de l'enceinte judiciaire. Je vais vous conter une petite anecdote personnelle qui montrera que la médiation, c'est peut-être aussi un état d'esprit que doit avoir le juge. J'étais tout jeune juge à l'époque, et j'arrive dans une juridiction avec mon dynamisme de jeune magistrat, une volonté de travailler, d'abattre du travail, et les anciens qui étaient là me voient venir, somme toute, avec un certain plaisir, et me confient, comme ça peut se produire dans certains cas, quelques gros dossiers. Et je vois notamment arriver sur ma table un dossier que j'ai trouvé fort volumineux, il devait comporter 2 ou 3 volumes, où il s'agissait d'une question de servitude, où le combat entre 2 familles durait depuis au moins une bonne dizaine d'années. Les familles avaient repris ce que disaient leurs prédécesseurs, leurs parents. Donc un débat judiciaire qui menaçait d'être long, nous n'étions qu'en première instance. Et disposition d'esprit, intuition, après avoir vu les avocats,
je me suis dit, et si dans cette affaire, et ceci remonte à très longtemps, on essayait de trouver une solution qui agrée tout le monde. Je l'ai proposé aux avocats, et ça ne marche pas toujours comme ça, qui se sont tournés vers leurs clients, qui ont dit peut-être que ce jeune juge peut avoir de bonnes idées. Et me voilà donc lancé avec des avocats formatés pour le contentieux, des personnes qui étaient dans un fort long conflit, dans une tentative donc de trouver un terrain d'entente sur une affaire qui était une affaire de servitude. Il aurait été beaucoup plus simple pour moi de prendre un peu de temps, le temps nécessaire, lire le dossier, sortir une décision qui aurait fait 4-5 pages, qui serait partie en appel à la Cour de cassation, qui aurait été renvoyée dans une cour d'appel. Enfin, l'affaire pouvait durer encore quelques années. Je passe donc un certain temps avec les parties, je me rends sur les lieux, et puis je commence à constater qu'il y a une possibilité d'entendre. Chacun parle d'une fenêtre alors qui donne sur la rue, l'autre qui parle d'une porte qui ne ferme plus à cause d'une voie qui passe à côté, etc. Finalement, peu à peu, au cours, disons, deux matinées, les parties finissent par trouver un terrain d'entente. Je me tourne vers les avocats et leur dis, je crois que vos clients peuvent s'entendre, tâchez de trouver un accord que vous consignerez. Et fort de cette préconisation de ma part, mais aussi des dispositions favorables de tout un chacun, enfin de chacune des parties, une quinzaine de jours plus tard, les avocats viennent me voir avec un accord signé en bonne et due forme par lesquels les parties d'une part renonçaient à leur contentieux et d'autre part s'étaient mis d'accord sur cette fameuse servitude. Très fier de moi, je vais au greffe avec ce gros dossier dont j'étais déchargé et je dis tout content, somme toute, voilà une affaire en moins. Et le greffier se tourne vers moi et dit « Ah non, monsieur le juge, 3 affaires !» Surprise. Eh bien oui, c'est que ces mêmes parties avaient 2 autres contentieux dont elles n'avaient pas parlé, et fort de cet accord auquel elles étaient arrivées dans le cadre de ce dossier, elles avaient solutionné, par le simple accord et la bonne volonté, et la réflexion et la raison, elles avaient solutionné 2 autres dossiers. Ce qui veut dire que le temps que j'avais passé finalement pour tâcher de trouver une solution, à aider de trouver une solution, eh bien avait été particulièrement profitable, puisque résolvant un dossier, j'en avais d'un coup résolu 3. Alors, ça m'a montré au moins 2 choses. C'est d'une part qu'il faut vraiment y croire. Quand on est magistrat, il faut inciter, si on est au stade du contentieux, il faut inciter les parties et y croire et montrer que l'on y croit. Et deuxième observation, c'est que les avocats ne sont pas, aujourd'hui en tout cas, souvent formatés, comme je le disais à l'instant, pour entrer dans cet esprit de négociation, positivité, si vous voulez, dans le conflit. Or, avec leur participation, leur investissement, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Donc même au stade judiciaire, même quand on est dans le conflit, on peut avoir des résultats. Alors, autre réflexion, et c'est là que j'en terminerai, il va de soi que si cette démarche est confiée avant d'arriver devant le juge à des professionnels, on peut arriver à des choses merveilleuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Merci, Monsieur le Premier Président. J'ai envie de faire le lien avec le témoignage précédent de M. Buchin qui disait donc en médiation, on abordait une problématique qui n'avait pas sa place quand on était devant le juge. C'est un peu ce qui s'est passé pour vous, puisque dans le cadre d'un dossier, vous avez passé du temps et puis un accord a pu être trouvé par la voie amiable et ça a permis, j'ai envie de dire, fait boule de neige sur 2 autres affaires. Et donc, c'est vrai qu'au-delà de l'accord qui a été trouvé, donc un terme est porté à ceux différents, c'est la relation entre ces 2 mêmes personnes qui a été améliorée par cette approche amiable et qui leur a permis, sans votre aide extérieure, sans l'aide de quiconque, de poursuivre les discussions et de solutionner toutes les problématiques qui se posaient à elles. Je vous remercie pour ce témoignage. Christine Vallès, je me tourne vers toi. Christine, donc tu es huissier de justice. Alors huissier de justice, c'est-à-dire que, une
une personne vient te voir parce qu'elle a un titre exécutoire, elle a obtenu gain de cause devant un tribunal civil et elle veut obtenir exécution de la décision. Et elle vient te voir parce que tu disposes, toi, de multiples voies d'exécution forcée et elle veut obtenir ce que le juge lui a donné. Et donc, elle te contacte. Et toi, dans ce cadre-là, tu viens te former à la médiation. Alors Christine, je me dis, ce que tu as appris en médiation, le processus, les techniques, c'est pour être davantage outillé, pour contraindre l'autre à se soumettre à la décision du juge? Ou c'est autre chose? Bien, alors effectivement, lorsque on vient voir un huissier de justice, la plupart du temps, nous avons donc le justiciable a sa décision en main. Il est déjà passé devant les tribunaux, les juges ont statué, il vient nous voir pour exécuter la décision de justice. Donc on peut se demander, que va-t-on faire donc de la médiation? Est-ce qu'il est encore possible d'initier, de mettre en place donc une façon de solutionner les choses, et est-ce que la médiation peut nous aider? Je ne répondrai pas seule à cette question. La Chambre nationale des huissiers de justice a permis, grâce au législateur, à faire en sorte que l'huissier de justice aujourd'hui soit médiateur. C'est tout nouveau, quelques mois à peine. Pourquoi? Parce qu'on est censé être le spécialiste du conflit, tout du moins de l'exécution du conflit. Et on s'est dit qu'à ce titre-là, étant dans le conflit, on allait peut-être être mieux à même d'approcher une autre façon de gérer le conflit. Simplement, à ce niveau-là, à ce stade-là, lorsque l'huissier de justice sera médiateur, il n'aura pas le sésame, qui est le titre exécutoire, donc pour aller en exécution. Donc, si vous voulez, pour nous, la situation est un peu paradoxale parce que l'on va se trouver à deux niveaux. On va pouvoir utiliser donc la médiation à deux niveaux. Après l'obtention de la décision de justice, ça risque d'être difficile puisqu'on a déjà une décision qui a été rendue et par définition, l'une des parties a eu gain de cause, donc celle qui vient nous voir et qui est porteur de cette décision va vouloir contraindre l'autre à exécuter ce qui est porté, ce qui a été validé par le juge, donc elle ne sera peut-être pas tellement déterminée à entrer dans un processus de médiation, puisqu'elle va vouloir obtenir ce à quoi elle a droit. Et puis, on a tout le volet en amont, donc avant la prise de titre exécutoire, où là, la médiation, et notamment la médiation professionnelle, à mon sens, va prendre toute sa force. Et ce pour deux raisons. La première est une raison, on va dire, sociétale. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux engorgés, nous avons peu de solvabilité mobilière et immobilière, donc à quoi va servir l'exécution alors qu'on se retrouve dans une situation économique où on ne pourra rien exécuter. Donc, on va se mettre dans une dynamique intellectuelle de favoriser, de prendre la problématique en amont pour travailler cette phase-là donc du recouvrement ou quasiment de la relation. On avait déjà le recouvrement amiable, hein, on a déjà travaillé dans ces optiques-là, mais la médiation va devenir un outil très important. Et le deuxième, c'est la médiation professionnelle, parce que ce que j'ai appris dans cette formation, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, et je vous remercie de me donner d'ailleurs la parole à ce titre-là, c'est parce que dans la médiation professionnelle, on l'a vu, il y a cette dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, elle est complètement absente de l'exécution. Donc en rétablissant par le biais de la médiation professionnelle et par le biais de la revalorisation de la qualité relationnelle, on va mettre en lumière un point que nos justiciables, venant dans les études d'huissier de justice, n'avaient pas du tout regardé. C'est-à-dire l'émotion, l'affect. Pourquoi je suis en conflit avec quelqu'un? Parce que j'ai une problématique juridique. Et c'est tellement vrai que le juge ou l'expert mandaté par le juge a mis la main sur cette problématique-là. Et l'émotion a complètement disparu. Donc en prenant la problématique, alors en amont, voire même postérieurement, parce que ce n'est pas parce que le juge a rendu une décision, bien évidemment, les parties
peuvent la respecter et peuvent demander son exécution, mais on peut très bien la laisser de côté et puis faire en sorte que nous, médiateurs, nous soyons un facilitateur de communication pour rétablir le dialogue qui a été rompu et purger cet élément d'affect. Et là, donc ce que tu dis là, Christine, en fait, c'est quelqu'un qui vient même avec une décision de justice, qui lui donne raison, pourrait, par votre intermédiaire d'huissier médiateur, eh bien, finalement mettre en place un dialogue avec l'autre personne et aboutir à une solution qui ne soit pas celle qui avait été décidée par le juge, voire on pourrait imaginer un créancier qui accorderait des délais de paiement alors que le magistrat les avait refusés, ou peut-être un juge qui dirait moi je renonce au paiement des intérêts. Ça, c'est possible. Oui, alors sur le principe, oui. Après, en pratique, ça, ce sont des règles internes à notre profession. On devra reporter l'affaire sur un autre huissier de justice médiateur ou sur un autre médiateur. Hein. Mais oui, bien sûr, on pourra le faire. Et je pense que demain, on sera amené à le faire de plus en plus parce que justement, exécuter quoi? Comment? Voilà, on a moins, on va dire, parce que plus ça sera excessif, mais on a moins cette solvabilité que l'on avait avant pour exécuter. Il y a encore quelques années, on ne se posait pas la question. On avait une décision, on était huissier de justice, on ouvrait les portes, hein, on établissait nos procès-verbaux de saisie-vente, et puis on revenait un mois après, on enlevait, on vendait. Voilà, tout était réglé. Aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut plus travailler comme ça. D'où la réflexion qu'il y a eu au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice de dire est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens. Et donc, l'huissier de justice, aujourd'hui, est médiateur, peut-être médiateur. Voilà. Et j'espère médiateur professionnel parce que voilà, cette qualité relationnelle et cette purge de l'émotionnel dans le conflit, c'est quelque chose qui pour nous, n'était pas du tout était étranger. On n'y pensait pas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très bien. Donc ce que tu dis, c'est que tu t'es formé à la médiation, mais c'est pas pour avoir plus de force, plus de poids lorsque tu utilises ces éléments de contrainte, de coercition. C'est justement pour ouvrir une autre voie pour les personnes qui viennent te voir, que ce soit avant ou après une décision judiciaire, pour soit une compréhension de ce qui a été décidé en amont par le magistrat, soit en tout cas une ouverture à l'autre pour que l'accord puisse être trouvé. C'est pour ouvrir une autre voie, mais c'est aussi quand même, enfin moi ce que j'ai retiré et l'analyse que je peux faire de cette formation, c'est qu'on découvre aussi une autre façon de communiquer et on découvre aussi une autre approche de l'humain. Voilà, et ça peut servir effectivement aussi pour améliorer, parce que de l'exécution, on va en faire quand même, hein, on est obligé. À un moment donné, tout ne peut pas se résoudre, peut-être dans un futur que j'espère proche, mais aujourd'hui, au moment où on parle, on exécute encore beaucoup. Et dans l'exécution de la décision de justice, on peut trouver aussi dans la médiation une approche différente des relations humaines. Et ça, je pense que ça peut être un facilitateur de communication extraordinaire. Pour que l'exécution soit moins douloureuse. Voilà. Pour celui qui l'a subie. Voilà. Merci, je te remercie Christine. Merci. Alors Yann Osterlé, qui travaille donc dans l'administration pénitentiaire, alors qui se voit confier donc des détenus qui purgent donc leur peine de prison. Pourquoi la médiation dans les prisons, Yann? Tu peux nous expliquer ton projet? Pourquoi? Mon problème? Pas un problème, ton projet. Non, c'est pas un problème. S'il y a un problème, il y a des solutions. La première fois que je suis rentré en prison, je le dis, ça fait 20 ans. Symboliquement, je suis rentré avec l'uniforme, hein, donc j'ai passé le concours d'abord de surveillant pénitentiaire, et puis j'ai réussi ensuite en interne concours d'officier. C'était pour moi en tout cas rentrer dans un milieu fermé, entre 4 murs en tout cas, et quelque part tendre la main. Alors tendre la main à qui? Tendre la main effectivement aux personnes qui sont enfermées physiquement, mais aussi enfermés, je l'ai constaté ensuite par la suite, c'est enfermés aussi dans leur fonctionnement, c'est-à-dire en révolte par rapport à la loi, à la société, à leur famille. Pour beaucoup, ils sont en rupture effectivement familiale. C'était quelque part, les aider, en tout cas, quand je suis rentré dans les années 90, c'était ça. Bon, et puis petit à petit, effectivement, cette idée a mûri. Tout récemment, en 2009, effectivement, je me suis dit, pourquoi pas la médiation?
Et là, je me suis dit, il faut que je me forme. Donc, je me suis formé grâce aussi au concours et au soutien de l'administration pénitentiaire, précisément de la direction interrégionale de Rennes, et encore précisément de M. Page, directeur du centre pénitentiaire de Nantes où je travaille. Et là, j'ai pu effectivement mettre en application, parce que question conflit, il y a de quoi faire au quotidien, puisque les personnes effectivement détenues sont en conflit, un conflit personnel, par rapport, comme j'ai dit, en révolte par rapport à la loi, aux règles, mais aussi au sein des prisons, effectivement, c'est assez tendu, de par la promiscuité, et de par leur fonctionnement, c'est-à-dire leur fonctionnement d'adversité. C'est-à-dire que je m'impose, je vais taxer une cigarette en cours de promenade, ou je subis, je vais accepter effectivement d'être racketté, ou je vais fuir, mais pour me venger. 2 jours, 3 jours après, avec plusieurs, on va lui faire la peau. Donc la médiation professionnelle a vraiment tout son sens au sein de l'administration pénitentiaire. Contrairement effectivement à mon collègue, au niveau de la police, il n'y a pas de poste aujourd'hui effectivement identifié, donc c'est vraiment, peut-être on est encore à l'âge du Moyen-Âge, mais bon, voilà, il faut une évolution, il faut des précurseurs, il faut des aventuriers. Donc j'y vais un peu coupe-coupe, des fois je me prends des tracts syndicaux aussi, et oui, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que la médiation remplace la sanction. C'est ça où c'est intéressant, parce que l'administration pénitentiaire, comme tu disais tout à l'heure, a pour mission de mettre à exécution les décisions des magistrats. C'est en tout cas ce qui est indiqué dans le titre préliminaire de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, par rapport au sens de la peine, effectivement. L'administration pénitentiaire donc, doit mettre à exécution la décision du juge, donc des sanctions de peine privative de liberté, mais ça doit se faire dans le sens où, pour assurer la sécurité de la société, donc effectivement le temps de l'enfermement, la personne ne nuit pas effectivement à la société. Ça doit se faire aussi dans l'intérêt des victimes. Je pense au paiement de partie civile que les personnes détenues donc, sont contraintes aussi de verser, de payer. Mais ce qui est intéressant et très important dans ce texte fondateur, pour moi, il est indiqué que l'administration pénitentiaire doit permettre aux personnes détenues d'aller vers une vie responsable. Et ça, c'est noté. Pour, effectivement, éviter la réitération des faits, ce qu'on appelle communément la récidive. Là, effectivement, ça c'est écrit, je trouve ça formidable, ça date de 2009, puisque là, effectivement, la médiation là, a tout son sens et tout son intérêt pour qu'effectivement la sanction, elle ait du sens. Du sens pour la personne détenue. Donc pour ça, il faut effectivement amener les personnes détenues aussi à réfléchir. Donc certains diront, ouais, c'est des voyous, c'est des moins que rien, ils pensent qu'à monter des coups une fois qu'ils sont sortis. Ok, c'est un point de vue. Mais ceci étant, on peut se rendre compte au vu de la récidive, et bon, moi par expérience je le vois bien, sur 10 entrants, 8 ont déjà été condamnés. Donc voilà, quelque part la sanction est utile, oui, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que la personne prenne conscience, je dis un peu comme nos enfants quand on les sanctionne. Il ne suffit pas forcément de les enfermer dans le placard pour une petite bêtise qu'ils ont fait. Il faut qu'il y ait de la pédagogie effectivement dans la sanction. Et pour qu'il y ait de la pédagogie, il faut effectivement que les personnes qui commettent des actes, des délits, des crimes, réfléchissent au pourquoi ils ont posé ces actes, sans entrer forcément dans une psychothérapie qui existe et qui est nécessaire, certes, mais il y a des outils que le médiateur professionnel a en sa possession, tels que amener la personne à prendre conscience de ce qu'elle vient de dire. Et surtout, c'est important parce que la plupart du temps, c'est beaucoup insultes, invectives, crachats. Et l'autre jour, j'ai proposé une médiation effectivement entre 2 personnes détenues pour lesquelles était envisagée effectivement une sanction sur le plan disciplinaire. L'un avait craché sur l'autre, ce qui n'était pas rien. C'est un crachat, effectivement, c'est pas rien. Je les ai vues individuellement, toutes ces 2 personnes, et elles ont été d'accord. Ces 2 personnes détenues ont été d'accord pour effectivement se rencontrer, ce qui est assez extraordinaire, effectivement, que d'inviter 2 personnes détenues à se rencontrer dans un bureau de manière confidentielle, ça c'est important, en tout cas à échanger, à dire les choses autrement que comme elles n'ont pas été dites, en tout cas par le crachat. Et ce qui s'est joué effectivement entre ces 2 personnes détenues, c'est assez extraordinaire, puisque bien sûr, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire ou pas dire. C'était très extraordinaire de voir le tapis qu'ils ont déroulé, enfin le tapis, leur histoire, leurs problématiques,
leurs liens communs d'ailleurs, puisqu'ils connaissaient des personnes à l'extérieur de la prison en commun, pour lesquelles effectivement il y avait eu un différend, mais ça s'est déroulé, ils se sont exprimés. Moi j'ai dit chapeau, j'étais impressionné. J'étais impressionné de voir deux personnes... De voir que ça fonctionnait. Voilà, de voir que ça fonctionne. De voir que ça fonctionne et de se dire, bah écoute, ok, d'accord, ces personnes ont été condamnées pour des faits de violence. Bon, une a craché sur l'autre, mais n'empêche qu'à un moment donné, si on leur donne l'opportunité de s'exprimer, d'exprimer leur ressenti, à un moment donné, eh ben, elles sont capables de le faire. Elles sont capables de le faire. Et ça, je trouve ça formidable. Donc elles sont capables de le faire, de parler de leurs ressentis, leurs émotions, et qu'il y ait une compréhension réciproque, et ce qui leur permet ensuite de sortir de cette relation où je vais te cracher dessus, tu m'as craché dessus, je vais te... De prix d'intention, parce qu'il y a beaucoup de prix d'intention où il m'a mal parlé, où il m'a mal regardé, il me veut du mal. Il y a souvent ça, effectivement, qui ressort. Et là, effectivement, quand on donne l'occasion à deux personnes qui se prêtent des intentions, effectivement, l'une et l'autre, bah, le fait, effectivement, de les inviter, leur permettre de s'exprimer, eh ben, je dis c'est tout bénéfice, en tout cas, pour la réitération des faits. En tout cas, il y a une probabilité moindre, effectivement, qu'ils se remettent, effectivement, à se cracher ou à s'invectiver. Donc là, c'est la médiation pour qu'au sein de la prison, les relations entre les prisonniers soient plus apaisées. Tout à fait. Puisqu'il y a cette compréhension, mais qui nécessite donc les entretiens individuels, les réunions, et initialement donc l'accord de chacun, puisque tu avais l'accord de ces deux personnes pour que la médiation puisse se tenir. Donc c'est ça déjà dans un premier temps ton projet, c'est au sein de cette structure fermée, mettre en place la médiation pour que les relations entre les uns et les autres fonctionnent mieux. Et puis par cet apport pédagogique, parce que c'est ce que tu disais il y a une dimension pédagogique dans l'approche du médiateur. Les outils que j'ai, ça va permettre aux personnes d'apprendre que ce comportement-là, ça génère le comportement de l'autre qui est précisément ce qu'on lui reproche, et que peut-être il est possible de dire les choses autrement. Et que ça, en sortant de la prison, l'idée c'est que la personne poursuive, elle repart avec ce bagage. Elles repartent en tout cas avec une confiance en soi, et puis aussi une possibilité de dire autrement les choses, car souvent c'est l'émotion qui parle. C'est la colère, la vexation, c'est ces sentiments qui ressortent et qui ressortent de manière violente. Donc le fait à un moment donné de leur dire au cours de leur détention quel acte avez-vous posé et regardez les conséquences de ces actes et qu'est-ce que vous avez voulu dire derrière ce crachat, ce coup de poing, cette insulte, qu'est-ce qui vous a énervé? D'accord, ça vous a énervé. Ok, mais déjà le fait de le dire, ils passent sur un mode de réflexion. Ils sont plus sur le mode émotion réactionnel, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça ne se substitue pas, bien évidemment, à la sanction disciplinaire interne, effectivement, à tous les établissements pénitentiaires. C'est en complément de la sanction, en tout cas pour que la sanction ait du sens. Donc c'est ce que tu fais depuis un an pour que la sanction prenne du sens, qu'au sein de la prison ça fonctionne mieux et que les personnes ressortent avec ce bagage en termes de communication grâce à ces prises de conscience qui ont eu lieu dans ce cadre fermé et puis pour préparer leur réinsertion. C'est dans cet objectif. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci Yann. Christine Tecky. Donc, il ne va pas s'agir de revoir le diaporama. C'est vrai que tu t'es déjà présenté tout à l'heure, mais peut-être en deux idées, si tu pouvais nous rappeler pourquoi la médiation, en tant que représentante d'élus, donc dans ta fonction de maire, en quoi la médiation peut apporter quelque chose, selon toi? Je pense qu'en tant que maire, il y a un homme politique qui dit avec le mot maire, on fait le mot aimer. Et bon, c'est indissociable. Hein. Voilà, indissociable. Et pour continuer à aimer nos concitoyens, il faut arriver, me semble-t-il, à leur parler et arriver à avoir une qualité d'expression et de relation au rendez-vous. Je donne un petit exemple parce que dans notre monde, le monde des politiques, et plus largement le monde de ceux qui les entourent, je crois qu'il y a un énorme travail sur la qualité relationnelle à mettre en place. Donc je suis aussi élu départemental, désolé d'être une cumularde.
Et à ce titre-là, je m'occupe du déploiement de la fibre sur la fibre ADSL là sur le département. Et donc, un de mes concitoyens avait interrogé les services, puisque la procédure, c'est on interroge le président. Et c'était sur mon canton. Donc, les services ont répondu à cet homme interrogé juste parce que pas de téléphone. Donc, zone blanche de portable et zone blanche ADSL. La question était légitime, elle pouvait être reconnue en tant que telle. Et les services ont répondu, monsieur, il ne vous aura sans doute pas échappé que le canton d'Oust, désolé, c'est le nom de mon canton. Oui, et à côté, il y a Salot aussi. Voilà, que le canton d'Oust, canton reculé de montagne avec ses 7 habitants au kilomètre carré, ne peut être comparé à Rio de Janeiro avec ses 13 millions d'habitants. Voilà. Donc on conçoit rapidement combien la réponse pouvait être conflictuelle alors que la question était purement légitime. J'ai pas d'ADSL, j'ai pas de portable. Aujourd'hui, que fait le département pour résoudre ce problème? Alors, ce sont des choses qui arrivent très, très régulièrement aussi en réunion publique. C'est-à-dire que nous, nos services viennent nous dire « Ouh là là, Christine, tu vas avoir une question !» J'ai dit « Mais moi, les questions ne m'inquiètent pas. Je vais apporter les réponses et si j'ai pas les réponses, nous travaillerons pour apporter la réponse. Mais les questions sont légitimes. » Dans ce milieu des politiques, la question est entendue comme une agression. Voilà. Donc je crois qu'il y a un énorme travail du point de vue des élus pour retravailler sur la communication avec les concitoyens, parce que notre rôle, c'est avant tout de servir nos concitoyens, hein, c'est pas de servir nos propres mandats. On n'est pas là pour s'auto-alimenter. Et du point de vue des services qui sont du coup un peu au service des élus, dans le cas de département, région, c'est beaucoup plus vrai que dans une petite commune comme la mienne, hein, 800 habitants, moi j'ai 10 employés, hein, donc c'est pas de la même nature. Au niveau des services, de ne pas être dans une logique d'affrontement, de surenchère et vraiment de conflit. Parce que, alors peut-être parce que nous avons un directeur général des services qui était un ancien rugbyman international, alors il connaît le conflit. Il connaît l'affrontement, peut-être pas le conflit justement. Mais je crois que des discussions qui sont très, très régulières, voilà, les comités techniques paritaires, on y va, allez, ça y est, on s'est chauffé avant au café, et là on arrive et on est là pour déglinguer. Hein. Et donc, je crois qu'il y a une réelle nécessité d'avoir une autre approche en tant que politique, au service de nos concitoyens. Et à mon avis, ça ne passe que par les outils que peut nous apporter la médiation. Alors, par ailleurs, le mandat de maire est un mandat de proximité. Nous sommes le curé d'il y a 200 ans, le psychiatre d'il y a 50, et peut-être d'aujourd'hui encore. Je dis, on est un peu, nos bureaux sont un peu la poubelle, entre guillemets, émotionnelle des temps modernes. Et nous devons aussi être préparés à entendre, mais aussi à être le plus performant possible sur la qualité et d'écoute et de parole avec nos concitoyens pour arriver à les servir au mieux. Je te remercie. Donc, selon toi, Christine, donc la médiation, ce serait un outil pour nos élus, pour leur permettre, eh bien, dans cet exercice de leur fonction, d'être au plus proche des personnes qui le représentent, grâce à cet outil qu'est la médiation professionnelle, pour mieux faire passer les messages, apprendre à dire différemment la même chose, mais selon une forme qui passera.
l'exemple que tu as pris, c'est vrai, il n'y a pas les services, mais c'est une chose que de le dire comme tu l'as témoigné, où la personne va se sentir complètement délaissée, vous n'avez qu'à déménager à Rio de Janeiro, là vous aurez le service. Et il était possible, la personne, le résultat aurait été le même, il n'y avait rien, ça ne fonctionnait pas, la DSL ou le téléphone, mais dans la façon de le dire, la personne aurait pu vivre les choses de façon moins brutale, et donc le message étant plus doux, il n'y a pas de réaction de surenchère de la part de celui qui le reçoit. Donc ça, c'est un des points, effectivement, que nos élus apprennent à mieux communiquer, à mieux nous dire les choses pour nous servir au mieux de nos intérêts. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est pour favoriser l'implication de chacun et que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté et aller manifester en allant par exemple voter. Dans ton diaporama, tu avais commencé par ça. Oui, enfin, moi, il me semble que cet accompagnement, il est essentiel aujourd'hui, puisqu'on sent d'un côté un délaissement du concitoyen vis-à-vis de ses politiques ou de la politique en général, un peu aussi agacé par ces confrontations, en définitive. Et le politique lui-même est perdu là-dedans parce qu'il ne sait pas comment assumer ses positions, qui peuvent être des positions quand même assez fermes. Après tout, on a le droit d'être politique en étant politique. Et pour autant, de les faire passer autrement que par du conflit et de la confrontation. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai un petit espoir. Je ne sais pas comment ça se concrétisera dans le futur. Courant avril ou mai, j'ai vu qu'il y avait l'association des médiateurs des collectivités territoriales qui s'était créée au Sénat. J'espère, alors c'est pour les collectivités de plus de 30 000 habitants, pour moi je revendique évidemment pour cette association que des médiateurs soient désignés pour toutes les collectivités de France. Et je pense que ça peut s'organiser avec des médiateurs qui soient mutualisés sur plusieurs collectivités, et bien évidemment. Donc j'espère que ça apportera le soutien indispensable, mais le soutien est aussi pour le maire ou le conseiller général, peu importe, dans son approche de la nécessité de la qualité relationnelle entre élus aussi. Attention, parce que des fois c'est là que le problème démarre. Entre élus, mais surtout vis-à-vis de nos concitoyens, qu'on ait aujourd'hui un message quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, et que le citoyen s'y retrouve, et que la question du citoyen n'est pas une agression. Voilà, ça c'est super important, me semble-t-il. Merci pour ce témoignage sur la médiation dans le monde politique. Alors, je me tourne maintenant vers Rémi de Launay-Belleville. Donc Rémi, tu œuvres depuis maintenant des années sur la Martinique, donc pour promouvoir la médiation professionnelle. Plein d'actions ont été engagées, sont en train de se poursuivre. Vous avez plein de projets à venir. Eh bien, je te laisse nous expliquer tout ça et les résultats que vous avez pu obtenir, parce que je crois que tu es porteur, tu viens avec beaucoup de fierté. D'abord, bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier notre président, M. Jean-Louis Lascours, avec lequel j'entretiens de très bonnes relations depuis bientôt une dizaine d'années. Par contre, mon cher Jean-Louis, de par ton caractère, j'ai toujours su que tu es un homme capable de faire face à toutes les situations. Je t'ai entendu en préambule dire que tu fais de la formation sans stress et que cet après-midi, tu te sens un petit peu stressé. Je voudrais te rassurer, monsieur Jean-Louis Lascours, compte tenu de la confiance que j'ai en toi et qui est réciproque, ce que je dois annoncer cet après-midi ne sera pas de nature à te stresser. Donc, j'ai été sollicité pour être le délégué géographique de la région Caraïbe-Guyane par courrier en date du 8 mars 2012. À ce titre, les médiateurs professionnels ont été invités à se faire identifier et à se joindre à moi dans la perspective d'intervention concernant les litiges judiciaires et les différends dans le cadre conventionnel. Nous avons donc formé un comité pour la promotion de la médiation,
Conscient de la tâche qui m'avait été confiée, je t'avais donc donné rendez-vous dans un an pour juger du résultat du travail de l'équipe des médiateurs qui m'ont accompagné pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Suite à la seconde assise internationale de la médiation judiciaire qui s'est tenue donc à Martinique du 16 au 19 novembre 2011, M. Hervé Espert, qui était à l'époque premier président de la Cour d'appel de Fort-de-France, avait manifesté sa volonté de promouvoir la médiation en soulignant que l'année 2012 sera l'une des préoccupations essentielles des magistrats et de la Cour d'appel de Fort-de-France. Au départ du président Hervé Espert, nous avons eu la chance d'accueillir M. Bruno Stenman en tant que premier président de la Cour d'appel de Fort-de-France, qui s'était impliqué avec détermination lorsqu'il exerçait des fonctions à Toulouse, à faire valoir que la médiation devrait être une étape obligatoire avant la saisine du juge. À notre demande, une liste de médiateurs a été dressée par la Cour d'appel de Fort-de-France lors d'une cérémonie organisée le 23 avril 2013. Les médiateurs ont été présentés donc aux différents responsables de la justice et au public. Cette cérémonie a été suivie d'une conférence à la Chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, à laquelle les médiateurs ont été invités à présenter la médiation sous ses différents aspects. Cette conférence a été conclue par notre président qui était au passage, M. Jean-Louis Lascaux. Toutes ces actions ont été soldées par la désignation de nombreux médiateurs par les juges des tribunaux mixtes de commerce, de commerce et le tribunal de grande instance et les juges des affaires familiales pour permettre aux parties de résoudre à l'amiable les différends qui les opposent. À ce jour, je dois vous annoncer que suite à la parution de cette liste depuis le début du mois de juin 2013, nous avons été sollicités dans une douzaine d'affaires et que suite donc à l'intervention des médiateurs, on a pu obtenir des accords qui ont été agréés et homologués par les juges. Donc je suis fier de ce résultat pour vous dire que nous sommes donc à 100% de réussite. Une délégation du comité pour la promotion de la médiation caribéenne a été reçue par Mme Corinne Blanchot, sous-préfète déléguée à la cohésion sociale et à la jeunesse. À cette occasion, des propositions ont été faites pour permettre aux médiateurs professionnels d'intervenir pour apporter leurs compétences à la résolution des conflits sociaux. Des contacts pour promouvoir la médiation dans les établissements scolaires ont été pris auprès du rectorat, du conseil régional, du conseil général, ainsi au niveau des maires des communes de la Martinique. Nous sommes en train de négocier des signatures de conventions avec les différents responsables des établissements scolaires pour apprendre aux élèves des moyens pour s'entendre lorsqu'ils sont confrontés à des situations conflictuelles. Un programme pour présenter la médiation des pairs dans les établissements scolaires a été mis à l'étude. Compte tenu de la montée de la délinquance et de l'agressivité et de la violence qui se caractérisent dans nos régions, sur le site du Sénat, je dois vous annoncer, ce n'est pas tellement valorisant pour nous, que la Guyane est classée en 2e position, la Guadeloupe en 4e et la Martinique en 5e position. Prenant conscience de cet état de fait, nous avons proposé aux maires éventuellement de faire une formation avec un certain nombre de jeunes qui sont sélectionnés par le soin. On leur propose donc 10 heures de formation. Je pense que notre proposition a été acceptée par une grande partie des maires qui actuellement sont d'accord pour trouver un protocole d'accord pour signer donc une convention avec nous. Pour attirer l'attention des politiques sur ce phénomène, une délégation du comité pour la promotion de la médiation Guyane a été reçue par le sénateur maire du François, M. Maurice Antis. Il nous a affirmé sa volonté de participer à des actions pour remédier à cette situation qui est préjudiciable pour la réputation de nos régions. Concernant les actions à venir, le comité de la promotion de la médiation Caraïbe-Guyane est convié à une réunion de l'association des maires des communes de la Martinique. Et à cette réunion, les médiateurs doivent présenter la médiation
sur les différents accès. Et en définitive, nous aurons donc à cette occasion les médias, la presse, les télévisions locales. Pour les actions à venir, le 14 décembre 2013, à l'initiative de maître Catherine Marceline, médiatrice de la CPMN, un colloque concernant la médiation en droit des affaires sera organisé avec le concours de l'EDA, l'école des avocats et le comité pour la promotion de la médiation Caraïbes-Guyane. À la demande du premier président de la Cour d'appel de Fort-de-France, M. Boudeux-Serman, une conférence sera organisée sur le thème « Gestion de l'agressivité et de la violence ». Je profite. Au départ du président Hervé Esper, nous avons eu la chance d'accueillir M. Boudeux-Serman en tant que premier président de la Cour d'appel de Fort-de-France, qui s'était impliqué avec détermination lorsqu'il exerçait des fonctions à Toulouse, à faire valoir que la médiation était une étape obligatoire avant la saisine du juge. À notre demande, une liste de médiateurs a été dressée par la Cour d'appel de Fort-de-France et nous constatons qu'effectivement, la consigne a été suivie puisque les désignations donc, se poursuivent. Je voudrais aujourd'hui dire à notre président que j'arrive donc au terme du mandat que je m'étais fixé pour lui permettre de constater effectivement les avancées qu'il y a eu pour la promotion de la médiation et je lui laisse le soin d'en juger. Je vous remercie pour votre attention. Merci Rémi. Que de réussite et que de projets. Merci d'être venu témoigner de tout ce que vous faites donc, sur cette belle île. On devrait venir constater d'ailleurs par nous-mêmes. On pourrait peut-être organiser un colloque, là, un symposium l'année prochaine, non? Il fait beau à cette saison, non, à Fort-de-France? Ah voilà, c'est une idée ça, il faudrait creuser. Et nous attendons les résultats. Alors vous venez d'entendre différents témoignages qui expliquent les recours à la médiation instaurés par notre législateur et on s'aperçoit que ces recours à la médiation existent en raison des limites des systèmes contraignants que notre organisation sociale a mis en place. Alors ce que je voudrais dire, c'est que notre propos n'est pas, lorsqu'on parle de médiation obligatoire et de dire il faudrait que le législateur impose aux personnes d'aller rencontrer un médiateur avant de saisir le juge. Il ne s'agit pas de dire il faut anéantir le système judiciaire et c'est la médiation maintenant qui doit voir le jour dans notre contrat social à la place de la voie judiciaire. Pas du tout. On a besoin de ces systèmes coercitifs, de ces systèmes contraignants. Et on a besoin que ces dispositifs soient forts et soient dotés de moyens. Mais par contre, notre organisation sociale peut mettre en place, à côté de ces dispositifs forts, un dispositif de médiation qui lui aussi soit fort, soit doté de moyens. Et là, les choses prendront tout leur sens, puisque là, tout un chacun pourra, en toute responsabilité, exercer pleinement sa liberté de décision. Et là, c'est un appel au législateur, le législateur qui met en place le droit de la médiation. Et des dispositifs de médiation, eh bien, il y en a de plus en plus. Mais nous l'interpellons aujourd'hui, eh bien, pour au-delà du droit de la médiation, ils mettent en place le droit à la médiation, qu'ils inscrivent ce droit dans notre Constitution. Je vous remercie de votre attention. Et merci à tous d'être là.